Bonjour à tous et bienvenue sur Voiture Lambda, la chaîne où les véhicules sont testés avec le point de vue d'un monsieur lambda. Aujourd'hui, première BMW sur la chaîne, tout du moins première essai presse d'une BMW. On est sur une série 2 Active Tourer en version 230e, la plus puissante. On est donc sur un monospace et vous savez à quel point j'aime les monospaces, je le dis tout le temps, même si on ne peut pas les tester sur la chaîne puisqu'il n'y en a plus. Et comme d'habitude, on va voir le dessin extérieur, l'habitabilité intérieure, le tableau de bord, le coffre, les consommations, la recharge. Sachez que cette voiture s'échange à partir de 53 000 € sans plus tarder. Ah non, pas d'intro. Les amis, je vous invite à vous abonner avant de commencer. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais pas beaucoup à être abonnés. Je vous mets les chiffres juste ici. Abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram. Voilà, c'est dit. Maintenant, je peux balancer l'intro. C'est parti. Quelques petits rappels avant de commencer l'essai de cette 230e. La série 2 Active Tourer, elle est sortie en février 2022 et elle est disponible en 5 motorisations. On a deux essences, un 218 et un 220i, accompagné d'un diesel, le 218D. On aura deux hybrides rechargeables, un 225e de 245 chevaux et celle qu'on a à l'essai aujourd'hui, le 230e de 326 chevaux. On a un 0 à 100 en 5,5 secondes. C'est plus rapide qu'une M3 E46. Ouais. Le temps change. Au niveau du dessin, du coup, on est bel et bien sur une BMW avec ces deux énormes haricots peints en noir ici sur la finition M Sport qui équipe cette 230e. On reconnaît les signatures lumineuses caractéristiques des BMW. Sur ce pack M, on a donc un look plutôt agressif. Vous le verrez aussi sur la face arrière avec ces entrées d'air qui sont réelles. On a vraiment une entrée d'air ici pour aller refroidir le système de freinage qui est régénératif car on est sur une hybride rechargeable. Et malgré la carrosserie de monospace compact, on a une ligne plutôt élégante et pas trop pataude. De profil, on voit qu'on a affaire à une voiture plutôt courte. On est à moins de 4,40 m, 4,38 m pour être plus précis. On notera ce contour peint en noir brillant qui va se terminer sur le pli caractéristique des BMW, le pli Optimizer, j'espère que je le prononce bien. Sur ce pack M, on voit que le profil est légèrement plus musclé et je pense que les jantes 19 pouces, ils sont pour quelque chose. On y reviendra lors de l'essai routier parce que ça a son importance. Et on notera bien entendu la présence de la trappe à recharge qui va accepter du 7 kW en maximum sur du monophasé. Et à l'arrière, on est encore une fois sur une démonstration plutôt sportive. Merci le pack M. Donc on oublie tout vecteur d'élégance. Ici, on est là pour l'agressivité et la sportivité. On retrouve les mêmes asserts avec ce motif en nid d'abeille qu'on a à l'avant. Encore une fois, on n'est pas sur le profil pâteau des monospaces habituels. On est sur quelque chose de très effilé, très élégant. Et je trouve encore une fois dommage que cette carrosserie ne soit plus utilisée par les constructeurs. Mais que voulez-vous, c'est le public qui demande ça. À l'intérieur, les choses se présentent bien puisqu'on est sur un habitacle résolument BMW. On est quand même sur du haut de gamme ici. Malgré le positionnement de cette série 2 basée sur, entre guillemets, l'entrée de gamme de l'univers BMW, on est sur une prestation de qualité au niveau de l'intérieur. On va noter notamment les sièges en cuir beige, très bien finis, très confortables, qui vont être massants, électriques sur cette finition, mais qui ne vont pas être chauffants. Petite bizarrerie au niveau de la liste d'équipements, on y reviendra. Par contre, on pourrait être globalement un petit peu dérangé par le manque d'aspect pratique pour ce qui veut être un monospace compact, parce qu'il y a pas mal d'éléments de design, notamment cette console centrale flottante qui va prendre de la place et donc supprimer des rangements. Je dis pas que la voiture n'est pas pratique, c'est absolument pas le cas, mais pour un monospace compact, on aurait voulu un peu plus de rangement tout simplement. En face de la console centrale, on aura l'emplacement pour le chargeur à induction qui va être retenu par une espèce de languette métallique, deux ports USB-C qui vont nous permettre de recharger nos téléphones et en dessous de la console centrale flottante, on aura deux emplacements pour poser des objets divers. À noter dans l'accoutoir central, un dernier rangement qui vous permettra de mettre de petits objets. En face de moi, je vais avoir deux écrans qui vont représenter le cœur du multimédia et de la conduite de cette série 2. À noter aussi les contrôles de ventilation. On n'a que deux boutons pour le désembuage de vitre avant et de vitre arrière parce que le reste se paramètre sur l'écran tactile. Il est équipé du dernier système d'exploitation de BMW. Et je dois vous avouer que c'est assez compliqué. Vous savez très bien que j'ai un petit peu de mal avec les smartphones qui sont intégrés à l'intérieur des véhicules. Pour le système de BMW, il m'a fallu un petit peu de temps pour l'apprivoiser et après 5 jours, je vous avoue que c'est pas encore forcément ça. J'ai compris les raccourcis, j'ai compris comment accéder à certaines fonctions primordiales comme les aides à la conduite ou les éléments de confort de conduite et de sécurité. Mais il y a certaines choses, par exemple, pour accéder au massage de siège, il faut cliquer 4 ou 5 fois sur l'écran. Heureusement,
On va avoir la commande vocale qui nous permettra d'accéder très rapidement à certains raccourcis. Lance le massage sur mon siège conducteur. J'active le massage des lombaires vers le bas pour votre place. Voilà, donc on va continuer cet essai en étant massé. Il va falloir utiliser les raccourcis vocaux. La voiture les comprend plutôt bien, ça va nous permettre d'économiser du temps. Vous n'aurez pas forcément besoin d'aller manipuler constamment l'écran devant vous pour accéder à certaines fonctions indispensables du véhicule. Concernant l'instrumentation numérique en face de moi, elle est très claire, très lisible. Elle est extrêmement bien définie, on a une belle résolution dessus. Cet affichage pourra changer en fonction des différents modes de conduite présents et disponibles dans cette voiture. Je pesterai peut-être légèrement sur la complexité par moment pour pouvoir changer l'affichage. Et au niveau des informations concernant l'autonomie disponible et le carburant disponible, c'est peut-être un petit peu trop petit à mon goût. Je vais aussi parler du volant, gros volant avec une grande jante classique chez BMW, à l'appréhension très épaisse. Pareil, ils nous ont habitués à ça. Sur la gauche du volant, on va avoir les contrôles de régulation de vitesse, donc régulateur adaptatif, le Travel Assist, on va y revenir pendant qu'on conduira. Et à droite, les options pour changer la disposition de l'écran et les commandes sonores. On aura aussi les palettes pour contrôler le passage de vitesse avec le mode boost en maintenant la palette moins. J'ai parlé comme un martiniquais. Je vous parle rapidement de la position de conduite qui est très confortable. Là, je suis en train de me faire masser depuis maintenant 5 minutes, ça fait vraiment du bien. On est quand même sur un espace très compact, donc même si on a une belle visibilité sur la route, on sortira quand même un tout petit peu engoncé. On n'a pas forcément énormément de place dans l'habitacle de cette BMW série 2. On notera aussi le toit panoramique et ouvrant avec un volet électrique classique. Allez, on passe à l'arrière. Et donc à l'arrière de cette série 2 Active Tourer, eh bien, on a quand même assez de place pour le gabarit et l'empattement du véhicule. Donc j'ai de la place au genou, la hauteur au toit est bonne, on est sur un monospace compact donc c'est pas forcément étonnant. 2 adultes voyageront bien, pour les enfants ça sera parfait, il n'y aura pas trop de problèmes. Le seul souci ça va être un petit peu la place du milieu qui n'est pas forcément inconfortable, c'est pas ce que je dis, mais qui va être grévée par la console centrale avec la ventilation qui a une espèce d'excroissance qui va gêner forcément le passager du milieu, vous le voyez là ici. Même si on a un joli rangement en dessous et 2 prises USB-C comme à l'avant. Concernant les fixations Isofix, elles sont très visibles et excellentes, je voulais vous les montrer. J'ai réussi à mettre mon siège auto sans aucun problème. Rien à dire de ce côté-là. Pour le coffre, alors ça va être légèrement contrasté. On va avoir 406 litres de contenance, ce qui fera peut-être un tout petit peu léger, mais on a quelques rangements assez intéressants sur la droite et sur la gauche. On va avoir un espace en dessous pour ranger les câbles. Après, on a quand même un bon point sur cette version hybride rechargeable, c'est que les batteries ne vont pas trop gréver la capacité du coffre. Donc 406 litres, c'est un petit peu juste pour la catégorie, mais on va s'en contenter. À voir si ça peut le faire pour les longs voyages, ça sera à vous d'en décider. Et sous le capot, on va retrouver donc une motorisation hybride rechargeable. La partie thermique avec un 3 cylindres d'1,5 litre et 250 chevaux sera secondée par l'essieu arrière qui aura un moteur électrique qui va disposer d'une puissance de 176 chevaux. L'ensemble combiné produira 326 chevaux qui seront disponibles uniquement avec la batterie pleine, batterie d'une capacité de 14,2 kWh. On pourra la recharger en 8h30 sur une prise domestique ou en 2h30 sur une prise publique à 7 kW environ. On va voir ce que ça donne sur la route, parce que l'hybride rechargeable, vous savez, c'est toujours sujet à discussion sur son utilité, surtout lorsque la batterie est vide. Moi, j'ai pu conduire dans les 2 cas et je vous fais le retour sur la route tout de suite. Bienvenue à l'intérieur de ce BMW 230e. Ah, ça commence bien avec Veuillez réessayer. Donc comment ça se passe au volant de cette BMW 230e? Eh bien après un peu plus de 350 km à son bord, je peux vous dire que non pas que c'est contrasté, absolument pas, mais cette voiture elle a vraiment 2 phases. Je dirais même pas 2 visages, mais elle a 2 phases. L'expérience en hybride rechargeable sera totalement différente avec la batterie déchargée ou la batterie pleine. Et vous me direz, c'est normal, c'est une hybride rechargeable. C'est pas forcément le cas de toutes les hybrides rechargeables que j'ai pu conduire, notamment le Honda CR-V dont vous avez vu l'essai sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets le lien dans la description. Donc au niveau des suspensions, le constat va être légèrement biaisé parce qu'on est quand même en jante 19 pouces, ce qui va assez fortement dégrader le confort, notamment sur route abîmée où les aspérités, on va les sentir. Est-ce que ça la rend inconfortable? Pas du tout. Parce qu'on a quand même un bel amortissement
pas piloté, on n'a pas de suspension pilotée sur cette voiture, mais on a un bel amortissement. Et dans les modes les plus confortables, les plus efficients de la voiture, la qualité de roulage se fait quand même parmi les meilleurs. Ça me laisse un petit peu songeur parce que j'aurais voulu voir ce que ça donne avec une version avec des pneus au flanc un peu plus haut. L'aspect agressif et sportif de la voiture, c'est une chose, mais que ça dégrade légèrement, encore une fois légèrement. On n'est pas sur une voiture qui est inconfortable et loin de là, surtout avec ses sièges. Mais c'est un petit peu dommage, on va dire. Peut-être qu'avec des suspensions pilotées, la pilule serait un peu mieux passée. Au niveau de la direction, elle sait se montrer légère dans les modes de conduite qui le nécessitent. Elle sait se montrer un peu plus dure, notamment en mode sport qui est très intéressant dessus, même si je l'ai assez peu utilisé, parce que c'est vraiment pas le point d'une hybride rechargeable, d'aller sur la performance. Mais au niveau du châssis, on est quand même assez haut sur pattes, on a une belle hauteur, on a aussi un poids assez conséquent, on a plus de 1800 kg quand même, ce qui fait que enchaîner les courbes avec va pas forcément être simple, et lorsqu'on attaque très franchement, forcément on va prendre du roulis, ce qui n'en fait pas du coup un monospace sportif puissant. Ça, la question ne se pose pas sur la puissance du véhicule. Vous voyez là, j'en ai quasiment des hauts le cœur, mais pas sportif. Alors qu'on a un camion qui nous bloque, qui fait sa manœuvre, c'est pas évident. Il va falloir se montrer un petit peu patient, il va y arriver. Et on y est. Let's go. Niveau freinage, pas grand chose à signaler, la voiture freine bien, une belle attaque. La différence entre le freinage régénératif et le freinage par plaquette, pareil, on la ressent pas. Et j'en entendais pas moins de la part de BMW. Donc c'est très confortable à ce niveau-là. Concernant l'agrément de conduite, c'est là que la voiture va commencer à montrer ses deux visages. C'est-à-dire que lorsque la batterie est en mesure de propulser, parce qu'on est sur l'essieu arrière, donc il faut faire attention sur sol mouillé, parce qu'on peut se laisser surprendre. On conduit une voiture électrique avec un moteur de 170 chevaux, ce qui nous permet d'accélérer sans aucun souci, jusqu'à 130 km/h d'ailleurs. Forcément, l'agrément va être excellent. Il n'y a absolument rien de différent par rapport à une voiture électrique classique. Le poids est quasiment similaire. Les accélérations sont franches, même si on a entre guillemets que 170 chevaux pour un poids de 1,8 tonne à peu près. Très plaisant, c'est très agréable sur ce mode-là. Il est plus intéressant sur cette hybride rechargeable de forcer l'électrique jusqu'à ce que la batterie soit vide, plutôt que de faire fonctionner les deux de concert. Et de toute façon, la voiture, sur sa gestion standard, c'est le fonctionnement qu'elle va privilégier. Pour avoir accès aux 326 chevaux et donc goûter aux performances de M3 E46, il faudra que la batterie soit pleine, où j'ai remarqué qu'à partir de la moitié de sa capacité, on a un peu moins de performance, et activer le mode boost, qui sera utilisable en maintenant la palette de gauche. L'affichage va changer, il va y avoir un décompte pour le mode boost, et vous allez appuyer pour pouvoir partir. Et là, oui, ça avance. Ça avance très très fort. Vous pourriez surprendre beaucoup de personnes au feu rouge, et pas qu'au feu rouge d'ailleurs. Après, viendra le premier virage, et là, il va falloir laisser la place à la Mégane RS que vous aurez titillé sur route sinueuse. Lorsque la batterie est déchargée, je précise que j'ai souvent pu faire 70 km en tout électrique jusqu'à décharger la batterie. Et lorsque la batterie est déchargée, c'est légèrement plus compliqué, parce qu'on est sur un 3 cylindres pour la partie thermique, et donc forcément la sonorité va être assez particulière, même si elle a bien été travaillée pour avoir un caractère un peu plus onctueux, mais pas forcément rageur. Et l'agrément va se détériorer légèrement, puisque lorsqu'on fonctionne uniquement sur le 3 cylindres, on aura forcément les à-coups de la boîte automatique, même si elle fonctionne très bien, mais ça sera forcément moins coulé qu'un moteur à cycle Atkinson par exemple, que Toyota ou Honda utilisent. La consommation, j'y reviendrai légèrement derrière, elle va augmenter, mais le moteur va fonctionner pour recharger la batterie et permettre
de nouveau d'avoir quelques séquences de roulage en full électrique sur cette période-là. Au niveau des modes de conduite, parce que c'est un chapitre que j'aborde pas souvent, on va en avoir donc 6. Le mode personnel, le mode sport, le mode efficient que j'ai beaucoup utilisé durant l'essai, le mode expressif, le mode relax et le mode digital colors qui affiche une espèce de fresque colorée. En mode sport, parce qu'il faut quand même en parler un petit peu, vous allez avoir le moteur qui sera constamment allumé, la direction qui va elle aussi légèrement se durcir et bien sûr une puissance disponible bien plus intéressante. Et donc on va repasser directement en mode efficient. C'est le mode que j'ai le plus utilisé avec de la conduite adaptative, donc qui va aller analyser la cartographie et notamment le GPS aussi lorsque vous l'utilisez, j'y reviendrai, pour adapter son allure et optimiser les phases de récupération et d'accélération. L'affichage va complètement changer pour nous indiquer quelles sont les plages de consommation optimales en électrique. C'est un mode qu'il faut privilégier lorsqu'on veut faire le maximum d'économie de carburant et d'électricité. Et vous allez le voir sur le chapitre de consommation, ça a plutôt bien marché sur mon essai. Je finirai avec les modes en parlant du mode expressif. Le mode expressif qui est l'un des modes les plus peut-être drôles. La réponse de l'accélérateur sera légèrement plus franche en mode expressif, mais surtout, lorsqu'on active ce qu'on appelle les iconic sounds, on va avoir ce son, il me semble, composé par Hans Zimmer. Son qui va donc accompagner vos accélérations. Bon, c'est légèrement plus impressionnant sur une voiture full électrique. Je sais que la BMW i7 a la même fonctionnalité. Là, on était sur route, on était sur voie rapide, donc forcément c'était un peu plus contrasté, mais voilà, à allure plus réduite. Je vous fais écouter la musique de Hans Zimmer, le compositeur de Pirates des Caraïbes, Interstellar notamment. On se croirait lancé sur orbite, c'est très marrant, mais je ne pense pas que vous allez l'utiliser tout le temps. Donc là, on va le désactiver. Et donc, ça va me permettre d'aborder le chapitre de la consommation. On va commencer par annoncer des chiffres globaux. Après 360 km et 900 mètres, je suis à 15 kWh au 100 km et 3,1 litres de carburant consommé, ce qui est pour le coup excellent. J'ai à peine utilisé mon réservoir de carburant durant l'essai parce que j'ai branché la voiture tous les soirs. Je l'ai eu pendant 4 jours et tous les soirs j'ai branché la voiture, ce qui fait que j'ai parcouru 224 km sur l'électricité. Après, sur une hybride rechargeable, ce que je constate, c'est qu'il va être compliqué sur un essai de 3-4 jours de vous montrer les bénéfices à long terme. Il est vrai que malgré les consommations réduites, vu le prix de la voiture qui s'affiche à partir de 53 000 € à peu près, je vois mal l'intérêt face à une full électrique par exemple. Après, la possibilité de charger en une nuit, ce qui n'est pas possible avec une électrique forcément, ça va faire la différence. Et oui, si vous faites moins de 50 km aller-retour tous les jours, il se pourrait que la pompe avec une hybride rechargeable, vous la voyez pas très souvent. Et il faut aussi savoir que la version 230e de 326 chevaux, non pas qu'elle soit dispensable, mais la version, sa petite sœur, à la 225, suffit déjà largement pour les trajets du quotidien. Vraiment 326 chevaux, c'est plus que nécessaire pour tous les jours. On évoque l'équipement qui est absolument pléthorique. On a quand même 17 000 € d'options sur cette version d'essai. Et il sera très compliqué, malheureusement, de vous faire la liste de tous les équipements de cette voiture. Le gros des 17 000 € d'options va dans le pack M-Sport, les jantes, la peinture et le cuir notamment. L'aide à la conduite est optimale avec le Travel Assist sur cette version qui va, à l'aide du GPS, optimiser la conduite semi-autonome de niveau 2. Vous aurez donc du maintien dans la voie, du changement de voie automatique. Le couloir de sécurité, notamment pour laisser passer les motards dans les bouchons, c'est une fonctionnalité que la voiture possède, mais que je n'ai pas pu activer parce que c'est marqué qu'en France, ce n'est pas disponible, mais la voiture la possède. On a une sono Harman Kardon de très haute qualité, le chargeur à induction, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, bien entendu. J'en ai parlé tout à l'heure pendant la présentation intérieure, mais les sièges sont électriques et massants. L'assistant vocal qui est pareil, des très bonnes factures. Petit focus sur les aides de stationnement qui sont très complètes avec une caméra 3D
et automatique et le parking automatique notamment aussi qui marche très bien. Et il faut aussi parler de l'assistant de marche arrière qui va enregistrer votre trajectoire. Par exemple, si vous rentrez dans une petite ruelle et que vous avez du mal à sortir, vous pouvez activer l'assistant de marche arrière qui va vous faire le trajet inverse en marche arrière sans que vous n'ayez à intervenir sur le volant. Et ça peut être plutôt pas mal, notamment lorsque vous vous promenez dans des petites ruelles à Paris, je pense notamment, ou dans n'importe quelle grande ville, ou lorsque vous avez envie de sortir d'une situation un petit peu périlleuse. Contrairement aux autres voitures, là j'ai été plutôt agréablement surpris par rapport à la navigation que j'ai constamment utilisée sur le système d'exploitation de BMW plutôt que sur Waze, Google Maps ou Planes sur CarPlay. La gestion de la navigation, elle est en temps réel notamment bien entendu, mais les trajets vont être optimisés par rapport au parcours électrique ou non, parce que si vous n'avez pas de batterie, bien sûr, là, ça sera totalement différent. Et ça a été super intéressant à utiliser, super optimal, je dois le dire. Et on a aussi cet affichage tête haute lors des croisements. Ça peut paraître assez gadget, mais je pense réellement que ça peut avoir son utilité, notamment sur les endroits assez compliqués en termes d'intersection où c'est pas forcément clair. Ça marche bien, on a la route qui s'affiche sur l'écran central et qui permet de nous diriger avec de la réalité augmentée et de ne pas nous tromper. Pour terminer cet essai, je vous montre un petit peu la poussée avec une petite accélération. Voilà. Voilà le mode boost. On est en ville, donc on va pas aller plus loin que ça. Mais oui, 5 secondes 5 pour le 0 à 100. La vitesse maximale est limitée à 205 km/h pour cette 230e. Donc voilà les amis, ça sera tout pour cet essai routier. Je vous retrouve dans un instant. Conclusion assez spéciale puisque j'ai décidé de m'installer sur la confortable deuxième rangée de cette BMW série 2 Active Tourer. Ce que j'en ai pensé de cette voiture, c'est qu'elle est excellente, économique, puissante et assez agréable à emmener. Je pesterai un chouïa sur la suspension un peu trop ferme de la finition M Sport et des jantes 19 pouces. Globalement, elle aura quand même un petit peu de mal à se justifier par rapport à la 225e qui offre déjà suffisamment de puissance et qui s'affiche à quand même 5 000 € de moins. Je rappelle que la 230e, elle commence à partir de 52 300 €. Il faudra quand même se demander si à ce prix-là, passer directement sur une voiture électrique, notamment la i4, ne sera pas plus intéressant. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, j'attends de pouvoir vous lire. En attendant les amis, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi cet essai jusqu'au bout. S'il vous a plu, lâchez un maximum de pouces bleus, c'est très bon pour l'algorithme. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, soyez safe. Et moi je vous dis peace.